Salut à tous, c'est PF4. Aujourd'hui, on se retrouve pour le changelog de la Q07.02. Pourquoi faire un changelog en vidéo? C'est tout simplement parce que Ipython a beaucoup évolué et cette petite version est aussi grosse que finalement une dizaine de versions. Dans cette version, j'ai corrigé les bugs, comme d'habitude, quelques bugs, des glitches de couleurs, des choses comme ça. Aussi, on retrouve par exemple avant, quand on faisait le full screen false, il y avait la fenêtre qui était toute petite dans l'angle, que là elle a été redimensionnée à des dimensions 1000 pixels par 700 pixels, donc c'est pas mal du tout, surtout avec le reb automatique. Il faut un petit espace ici. Voilà, donc là, tac. Voilà, et donc là c'est comme une petite VM, je trouve ça assez sympa. Autre petite mise à jour aussi, les couleurs sont save à l'arrêt. Par exemple, si on met en bordeaux et en thème sombre, on arrête Ipython, quand je redémarre, toc, la couleur est sauvegardée. En haut, j'ai aussi rajouté un petit bouton pour avoir des informations sur la version. Je trouve que c'est pas mal parce que ça équilibre avec Quitter App et le bouton quitter. Et donc les couleurs sont légèrement descendues, ça rend plutôt bien. Comme petit changement, on a aussi le fait que Pcache a été supprimé de Citroën Explorer. Donc on voit que pourtant dans l'explorateur de fichiers, toc, si on va là, il est bien présent. Et pourtant Citroën Explorer il n'y est plus. J'ai fait ça parce que avant, dans les anciennes versions d'Ipython, toc, si on retourne ici, dans la version précédente, si on essayait d'ouvrir Pcache et le cache de Python, ça qu'il y a un message d'erreur qui est produit, donc c'est pas vraiment intéressant, donc je pense que c'est mieux quand même comme ça. Vous l'avez peut-être remarqué aussi, mais j'ai supprimé la déteste de la liste d'applications, on va voir après pourquoi. Et on a aussi une nouvelle application, l'application centrale de la version, le lanceur d'appli IK. Vous vous demandez peut-être ce que c'est IK. IK en fait ça signifie Ipython Custom Apps, et ça répond à la problématique du fait qu'avant, pour créer une application dans Ipython, c'était assez complexe parce qu'il y avait quand même 1700 lignes, et il fallait rajouter des petits bouts de code un peu partout. Par exemple pour le changement des couleurs, il fallait en rajouter ici pour quitter l'application, pour l'ouvrir. Donc pour ça, je me suis décidé à pouvoir écrire une application ici dans Système, donc Système App. Et ici on peut écrire des applis en IK pour ne pas avoir à justement les intégrer dans le code, mais pouvoir faire des petits fichiers séparés. Je vais vous montrer un exemple de ce qu'on peut faire en IK. Donc une simple petite démo avec ici du texte, des boutons et des boutons en différentes couleurs, coloriés de manière différente. Et on peut aussi faire des interactions, comme par exemple ce bouton action, quand on clique dessus c'est vert et quand on clique dessus c'est rouge. Ça on avait à apprendre à le faire tout à l'heure. Et on a aussi l'AD-test que j'ai retranscrit en IK. Et donc en fait c'est l'ancien AD-test. Le thread test je l'ai supprimé parce que il représentait pas du tout, mais alors du tout la puissance de threading d'un PC. Par exemple sur mon PC j'ai 48 cœurs, j'avais la même puissance que sur un i7 de PC portable à 4 cœurs. Donc ouais, c'était pas vraiment très intéressant. Donc du coup j'ai gardé juste ce test là qui par contre représente assez bien l'efficacité de Python sur la machine. Donc on clique sur Start, il devient gris le bouton comme avant, et on obtient le score peu de temps après, avec la légende. Et quand on quitte l'app, hop, ça disparaît exactement comme si c'était une application classique. Si vous vous demandez, le IK est en fait un langage interprété dans le code. D'ailleurs on peut le retrouver ici avec un éditeur de texte. Ici vers la fin, on a ça en deux parties. D'abord il y a le lanceur. Tout ça c'est pour le lanceur, en fait c'est à peu près le même code que dans l'explorateur de fichiers. C'est exactement le même système avec les flèches où on peut se diriger. Sauf que là, plutôt que de l'ouvrir ou d'ouvrir le dossier, ça interprète directement l'application. Et l'interpréteur est juste en dessous. Ici d'ailleurs j'ai même pris la peine de commenter les lignes. Et donc ça, on a tout l'interpréteur ici. Donc les logs de IK sont stockés dans le fichier log qui est ici en fait dans système log. Ici on trouve IK log. Et donc si on l'ouvre, toc, voilà, il y a les dates de chaque événement et ce qui s'est passé.
Donc par exemple si on le supprime, j'enregistre, et que je rouvre un petit fichier, genre le plus simple, la démo avec juste les boutons, ici, tac, je vais dans le fichier de log, et on voit donc tout ce que l'interpréteur a fait, ce qui est assez pratique pour débugger, surtout qu'il peut y avoir, il y a les messagers qui sont directement affichés là, il y a, les secondes, ça peut aussi servir pour faire des calculs sur les latences. Vous vous demandez peut-être comment on fait pour coder en Mica. C'est relativement simple. D'ailleurs, on va refaire les deux projets que j'ai fait ici avec la démo et la démo 2, ici. D'ailleurs, le titre aussi est automatiquement mis avec le nom du fichier, ce qui est assez pratique, il n'y a pas besoin de rajouter une ligne de code. Alors au niveau des fichiers, on va prendre par exemple démo. La démo que je vous montre, c'est celle-ci, démo.ik. Donc on va s'attarder maintenant sur la partie codage en .ik à partir de cette démo. Donc on va décortiquer le code de la démo, vous allez voir c'est assez simple. Donc on peut voir ici les 4 lignes pour les quatre zones, le texte et les 3 autres boutons. À chaque fois on voit ici une petite marque qui en fait marque la zone en disant si c'est du texte ou si c'est des boutons. À côté, on a le petit séparateur qui sépare le type de zone et les arguments de la zone. Avec, on retrouve le nom, qui est en fait l'affichage du texte. C'est-à-dire texte, il y a écrit nom texte, donc il y a écrit texte. Après, on peut écrire coucou par exemple, si j'enregistre. Donc c'est interprété en temps direct, donc il n'y a pas besoin de relancer Python. Et donc là, on voit qu'il y a écrit coucou. On a aussi les coordonnées, et là, ici donc X et Y, et ici la taille de la zone. Donc c'est important pour les boutons, pour les zones texte un peu moins. Si la zone est trop petite, on ne verra pas l'entièreté. C'est un peu comme ce qu'on retrouve sur LibreOffice par exemple, avec ici la zone texte. Par exemple, si on fait une grande zone, on peut créer notre mot coucou sans problème. Mais si on redimensionne la zone et qu'elle est trop petite, ça va écrire n'importe quoi. Donc pour éviter ça, il vaut mieux faire une assez grande zone, et comme ça on ne rencontrera pas trop de problèmes. Donc pour vous montrer, par exemple, on peut décaler ça en 1000. J'enregistre, je relance l'appli, toc, et donc là le texte a été décalé en 1000, ce qui est vraiment pas mal du tout et assez intuitif par rapport à ce qu'on avait avant quand il fallait modifier directement le code main. Donc pour le texte c'est fait. Le bouton a une syntaxe très similaire, sauf que plutôt que "-t", on mettra "-b". Le nom c'est comme d'avant, le nom affiché sur le bouton. Et donc là en fait on voit que tout le reste de la ligne est exactement le même. D'ailleurs pour vous montrer, je peux directement prendre les arguments de cette ligne et les mettre sur cette ligne là et supprimer le texte. J'enregistre et je relance. Peut-être à terme mettre un bouton relancer l'applica pour un mode développeur. Et donc là on voit que notre texte était remplacé par un bouton et on n'a changé absolument aucun argument, mais juste le "-t" ou "-b". En dessous on a deux autres boutons. Le début est exactement pareil, sauf la fin où on a C. C en fait c'est pour la couleur, et on peut mettre soit un nom de couleur anglais, donc comme ce qu'on pouvait retrouver dans les paramètres ici, où on pouvait directement mettre des couleurs rouge, green pour vert. Et donc c'est exactement pareil, c'est le même nom qu'il faut mettre ici. Vous pouvez tester avec vert si on enregistre et qu'on relance notre application en IK. Ici il y a le nom en vert. D'ailleurs par défaut, j'ai oublié de le préciser, mais la couleur des boutons qui est ici représente la couleur par défaut. Par exemple, si on passe en bleu, donc l'application se ferme et on relance des mots et donc le bouton est bleu quand c'est non spécifié. Et d'ailleurs c'est exactement le même principe pour le texte. Et la deuxième manière de faire la couleur, c'est en écrivant directement le code HEX. Donc vous pouvez avoir depuis Paint, ce qui est assez pratique pour bidouiller les couleurs. Vous cliquez là sur le grand encadré, vous pouvez faire la couleur que vous voulez. Et vous avez juste à copier-coller ça. Donc là c'est encore du vert, on peut faire du rose par exemple. Je copie ça, il y a juste à l'insérer ici. Et on enregistre. Et du coup c'est directement mis à jour si on relance l'appli. Voilà, on a notre couleur qu'on avait dans Paint. Des applis on peut en créer autant qu'on veut. Par exemple ici on a des points .ik et des points .txt, on va voir après pourquoi. Mais par exemple on peut copier-coller des applis,
qu'on pourra après modifier pour avoir différentes applis. Et donc si on retourne dans la liste, évidemment elles sont présentes. D'ailleurs c'est pas trop bugué au niveau des noms de fichiers, même si ça a été reporté. Et à la fin du fichier, vous l'avez peut-être vu, mais il y a écrit le /go. Le /go, c'est à partir du moment où l'interpréteur va lancer les lignes qu'il avait précédemment notées. Donc c'est interprété vraiment ligne par ligne, et si on enlève le /go de la démo, de la vraie démo, on devrait d'ailleurs supprimer les autres fichiers. Tac, voilà. Je rouvre ici lanceur d'app, on ouvre la démo, et on voit qu'il ne se passe rien, parce qu'en fait il ne trouve pas la balise /go. Et donc le fichier ne peut pas être interprété. Donc par contre si on la remet, ça refonctionne. Et si vous vous demandez pourquoi /go, parce qu'en fait pourquoi il n'est pas interprété quand il arrive à la fin du fichier, j'ai fait ça parce que comme ça en fait on peut mettre des zones après, des zones ou des liens, on va voir après les liens, et du coup elles seront interprétées différemment. C'est assez complexe, c'est surtout pour le développement de IK que j'ai fait ça. Vous vous dites sûrement, ouais c'est chouette, on peut faire 3 boutons, mais à part des copyrights, il n'y a pas grand chose à faire dans l'état actuel. Et vous avez raison. C'est pour ça que plutôt que de faire un gigantesque interpréteur, on peut linker, donc lier, du code Python directement à notre appli en IK. Pour ça c'est assez simple, c'est la commande /l ou /lien si vous aimez écrire des mots longs, mais ça fonctionne aussi. Et c'est comme ça par exemple que j'ai pu faire le fichier avec la deuxième démo qui est ici avec l'action. C'est un petit peu plus complexe, autant la première partie peut être faite vraiment par tout le monde même si vous y connaissez presque rien à la programmation. La deuxième partie est un peu plus complexe, c'est la démo 2. Il faut un deuxième fichier en .txt. Donc on va ouvrir ça directement ici. Donc on voit que j'ai fait /link, donc on peut faire /l, ça marche aussi. Ensuite, donc le marqueur, comme d'habitude, et ensuite on a un nom de fichier, qui est en fait le fichier qui est lié. Dans ce fichier, justement, on peut coder directement en Python, hein, c'est du vrai Python, les actions. Et donc presque sans limite, hein, sachant qu'avec Python, on peut presque tout faire. Je l'ai enregistré en .txt pour pas qu'il y ait d'erreur, parce que par exemple, si on passe ça en Python, donc avec la correction d'erreur, il y a plein d'erreurs qui sont écrites, car en fait, ça fait des appels au fichier principal. Et comme c'est pas traité comme des imports, mais comme des exécutions dans le fichier, parce que sinon il y a beaucoup d'erreurs qui vont apparaître, surtout pour des longs fichiers, comme par exemple pour la déteste. Il y a des centaines d'erreurs qui apparaissent, parce qu'en fait ça fait des appels au fichier principal. C'est pour ça que j'enregistre en .txt, vous pouvez tout à fait enregistrer en .py ou même .exe, et ça sera interprété comme du texte. Donc dans ce fichier, on trouve des appels au programme principal. Par exemple les imports, vous voyez qu'il n'y a aucun import, pourtant il y a start new thread. En fait, tout simplement, ce qu'on retrouve au tout début ici, les importations sont faites à partir du fichier principal, donc ça limite un peu Python, même si si vous créez une petite appli, vous avez juste à mettre les imports dans le fichier principal. Si ici dans la démo 2, sinon on retrouve pas mal de choses, dont la définition du bouton. Donc je vous conseille, si vous voulez faire des applis que vous avez jamais trop bidouillé avec Python, de checker un peu ce qu'on fait avec du Tkinter, parce que c'est exactement la syntaxe de Tkinter en fait. Donc le début du fichier ici, avec le global, on dit que on est égal à 0, c'est tout simplement pour faire l'alternance entre le rouge et le vert, donc ici. Ensuite on crée le bouton, donc ça c'est la syntaxe donc de Tkinter comme je disais tout à l'heure, avec le texte, la couleur du fond actif et la commande. En dessous on le pack et on le place. Donc largeur, ça fait référence au fichier principal pour calculer la taille en relatif. Donc ici il y a les coordonnées et les dimensions du bouton comme on a vu tout à l'heure en .ik. C'est juste c'est assez similaire à ce qu'on avait ici avec LX et LY. En fait ça a juste été changé par largeur et hauteur. Donc on voit que ce bouton appelle la fonction dev. J'appelle ça comme ça au pif, hein, vraiment. Et si on est égal à 0, donc c'est par défaut, on passe le bouton vert et on met on à 1, ou s'il y a 1, comme le coup d'après, on mettra le bouton en rouge. C'est comme ça qu'on fait l'alternance. La fin du programme, quant à elle, sert au destroy des boutons. Dans l'état actuel, en fait, les boutons sont placés, mais quand on clique sur Quitter App, donc le bouton qui est dans Python ici, rien ne se passe. C'est-à-dire que les boutons restent en place, ce qui est assez problématique hein, quand même. Si les boutons restent en place, c'est dommage. Pour éviter ce problème, on crée une nouvelle fonction off
qui est lancé dans un nouveau thread pour éviter que le while true soit exécuté en boucle et donc tout le reste du programme freeze. Dans ce while true, on retrouve CIKOFF. Donc IKIOFF, c'est l'interpréteur du main qui envoie un signal pendant une demi-seconde. C'est une variable booléenne, hein, donc true. Et donc on va essayer de faire stop, de lancer stop. J'ai mis un try except parce que parfois il y a des problèmes, même si c'est très rare, et comme ça évite de print directement dans la console. Et donc ce stop en fait va juste détruire le bouton BT. Et d'ailleurs ST, je me suis rendu compte que c'était un bouton de test, donc ça sert plus à rien. Et donc par contre, si ce n'est pas à true, on attend 0,2 millisecondes pour éviter que ça prenne trop de performance pour rien. Sachant que le signal à envoyer pendant une demi-seconde, c'est largement suffisant en ce temps. Et donc comme ça, on a notre code qui fonctionne. Un dernier petit exemple, on va voir le code directement de l'AD-test. Donc le point IK est là. En point IK, c'est toujours aussi simple, il y a juste le lien. Si vous vous demandez pourquoi ne pas directement interpréter tout ce qui est dans le répertoire app et le mettre directement dans Python, c'est pour entre autres les messages d'erreur et c'est aussi pour que IK ait un sens. Peut-être qu'à terme, on pourra tout coder directement depuis IK et on aurait dans un premier temps un compilateur qui compile du point IK vers point IK plus un fichier TXT avec du code Python dedans. Mais bon, pour l'instant, ça marche assez bien. Et la syntaxe du Python est quand même très connue, sachant que, parce que la plupart des informaticiens ont quand même commencé avec le Python, je pense. Et ça reste quand même le langage le plus simple à utiliser. Et donc apprendre un autre langage juste pour faire des applications dans Python, je vois pas trop l'intérêt. C'est pour ça que je trouve que pouvoir coder en Python, c'est plus un avantage qu'un inconvénient en soi. Donc dans le code Python de l'AD-test, on retrouve donc les fonctions. J'ai tout copié-collé du fichier main directement pour l'envoyer là-dedans. Il n'y a aucun problème, sauf les caractères spéciaux qui sont assez mal passés. Les caractères spéciaux comme les E accents partaient en couille comme on avait dans l'installeur. Je pense que TechInter s'en sort assez bien quand c'est dans le même fichier, mais quand c'est lu à partir d'un autre fichier, ça part très vite en cacahuète. Donc ouais, c'est assez dommage parce que donc il y a des endroits où c'est un peu bizarre comme la reactivate, mais bon, en soi c'est pas très problématique. Donc on a fait le tour du point IK, sachant que c'est assez simple et qu'il y a pour l'instant peu de syntaxe, sachant qu'on peut faire des liens, des boutons et du texte, c'est assez limité quand même. Mais je trouve que c'est beaucoup plus facile quand même de faire une application maintenant avec juste un fichier séparé, un point IK pour lancer, et un fichier séparé TXT avec tout le code dedans, qu'avant avoir à bidouiller dans main, etc. Surtout que tout est fait, par exemple, vous créez l'application la plus basique, comme par exemple la démo 2, où il n'y a absolument rien pour le changement de couleur, donc de la démo 2 ici, il n'y a absolument rien pour le changement de couleur, et pourtant, tout fonctionne, c'est-à-dire si vous lancez IPython avec la démo 2, toc, vous avez le bouton, et si on change de couleur, tac, c'est automatiquement détruit, et la couleur change pour le reste. Il n'y a pas de problème de compatibilité avec les couleurs, il n'y a pas tant de code à rajouter que ça, comme on pouvait avoir avant, où il n'y a même pas à rajouter l'étiquette, sachant que c'est fait automatiquement, vu que ça lit tous les points IK du fichier app. Dans les prochaines versions, j'ai prévu déjà de faire un lien pour directement ce bouton, parce que pour l'instant ça sert à rien, il y a juste des infos sur les versions. C'est pratique, mais bon, c'est juste pour équilibrer niveau graphisme. Et bientôt, quand on cliquera dessus, il y aura une page qui va proposer de mettre à jour vers les dernières versions de développement, ce qui est assez pratique. Comme ça, il n'y aura pas besoin de relancer l'installeur. J'ai aussi prévu une meilleure gestion des fichiers, c'est-à-dire, pour l'instant, pour créer directement, par exemple, si on veut coder du point IK depuis Python, ce qui est possible, sachant qu'il n'y a même pas besoin de reboot, on va dans Système App. Ici, on peut ouvrir, donc pour l'instant, tout va bien. La démo, on peut l'ouvrir. Donc, on retrouve le lien qu'on avait fait. Et par exemple, si je colle cette ligne de commande avec juste qui place un bouton, le problème c'est que si on sauvegarde, ça va sauvegarder non pas directement dans System App, comme on pourrait s'y attendre, mais dans Citron et User. Donc idéalement, dans quelques versions, quand on cliquera sur sauvegarder, ça ouvrira Citron Explorer et on pourra sélectionner avec précision. C'est faisable pour l'instant d'enregistrer, donc par exemple, je colle le contenu du fichier. On peut faire ça en tapant dev en majuscule, @citron /6/app/ et le nom du fichier test
test.ik. Et donc si je me suis pas fail sur le chemin, normalement dans lanceur d'APK, voilà, on retrouve test et ça marche. Donc on peut théoriquement coder Ipython dans Ipython, donc pour l'instant c'est vraiment du gros bidouillage. On pourra aussi depuis Citron Explorer supprimer les fichiers, parce que c'est, enfin pas les fichiers système bien sûr, mais les fichiers user, hein, comme des cours par exemple qu'on pourrait prendre depuis Python. Même si franchement il faut être vraiment motivé pour prendre des cours depuis Python. Si vous êtes tombé sur cette vidéo et que vous ne faites pas partie de la assemblage, je vais vous montrer comment installer les dernières versions, assez simplement. Donc ça c'est simple, il faut se rendre sur GitHub en tapant github.com/assemblage. Donc vous aurez que Python public, hein, c'est parce que je suis connecté à mon compte. Tac, et ici vous pouvez download zip. Tac, c'est directement téléchargé dans téléchargement. Vous pouvez extraire. Et donc on a ici le fichier ipython.py. Si vous le lancez, il y a donc cette petite fenêtre d'installation qui apparaît avec les conditions d'utilisation, encore des petits problèmes avec les caractères spéciaux. On peut accepter, on peut choisir entre version stable ou version développement. Version développement, il y aura les derniers ajouts, comme je vous ai montré. Version stable, c'est une version qui a normalement été très bien testée et qui devrait comporter assez peu de bugs. Donc je vais prendre celle-là pour la démo. Ça télécharge les fichiers, j'ai la fibre, donc c'est quasi instantané. Et ici, on peut directement lancer Ipython, et Ipython se lance, donc c'était la Q... Voilà, c'est la D06, vu que c'est la version stable avec Citron 4. Merci d'avoir regardé, je vous souhaite une bonne fin de journée.